Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux ce soir d'accueillir André Rougier en tant que libraire d'un soir. André Rougier est quelqu'un qu'on aime beaucoup sous ses différentes incarnations. Celui qui écrit des textes toujours étonnants dans des revues telles que le Black Herald, telles que le Zaporogue ou La moitié du Fourbi, qui est capable de conférences absolument extraordinaires, et je pense que certains d'entre vous se souviennent d'une conférence mythique sur Roberto Bolaño en 2013, où d'un seul coup, que ce soit pour les amateurs de Bolaño ou pour les gens qui n'y connaissaient rien, les choses s'éclairaient et prenaient une épaisseur poétique et politique rare. Et puis c'est quelqu'un qui tient un blog assez extraordinaire, dont on redira quelques mots, comme traditionnellement dans les soirées libres d'un soir, en fin de soirée. Donc un blog qui s'appelle Les Confins, et que je vous encourage vraiment à fréquenter, parce que on y fait toujours des belles rencontres de textes. Et enfin, je peux le dire, là, beaucoup de personnes qu'on invite comme libraire d'un soir sont des gens qu'on apprécie, sont des gens dont on aime le travail, et dont on est toujours très curieux et friand de découvrir ce dont ils vont nous parler. Et puis certains d'entre eux sont aussi sont devenus ou sont des amis, et indiscutablement André en fait partie, et vraiment donc ça, Et il en est fier. C'est un double plaisir en fait donc de t'avoir ce soir pour nous parler. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, je remercie Marianne et Hugues de m'avoir permis de m'inscrire dans cette déjà longue lignée des libraires d'un soir, qui a débuté au tout début de l'automne 2011, par une magnifique présentation de Claro. Je ne le dis pas pour lui dire, j'y étais. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais choisi 70 livres et j'aurais passé 10 heures à les présenter, mais on m'a fait comprendre que ce marathon était impossible. Donc, il a fallu ensuite choisir, c'est-à-dire éliminer. Et ça, je n'aime pas beaucoup, mais il a fallu bien s'y plier. Donc, je me suis fixé 4 critères. Certains m'ont plu, d'autres beaucoup moins, mais effectivement, ça me permettait de réduire le nombre d'œuvres à quelque chose qui était compatible avec le format qui était proposé. Le premier critère, c'était qu'il devait s'agir absolument d'œuvres qui m'accompagnent tout le temps, auxquelles je suis fidèle autant qu'elles me sont fidèles, d'œuvres de celles dont, pour reprendre la superbe formule de George Steiner, leur mouvante présence m'accompagne, mais toujours à recommencer. Mouvante et talismanique. Présence est toujours à recommencer. Le deuxième critère ne m'a pas fait beaucoup plaisir, mais j'étais obligé de réduire la liste. Il s'agissait donc d'éliminer ce que j'ai fait, étant donné la très riche par la qualité et la quantité des événements qui ont eu lieu chez Charybde. J'ai choisi d'éliminer tous les auteurs physiquement présents ou simplement évoqués, parce qu'ils étaient lointains ou disparus, qui avaient participé aux événements de Charybde. Non pas parce qu'on n'aurait pas pu dire des choses nouvelles sur eux, mais pour élargir un peu le spectre des œuvres présentées. Le troisième critère était d'éliminer, plutôt non pas d'éliminer, mais de donner leur place à des œuvres non francophones, ce qui fait que 4 des œuvres que je vais présenter en font partie. Donc, ce ne sont pas des œuvres écrites par des auteurs francophones, mais des traductions.
Mais quand j'ai dit que parmi les auteurs que j'ai choisis, il n'y en avait aucun qui avait été présenté chez Charybde, je suis un menteur. Il y en a quand même un. Il s'agit de Javier Cercas, qui était exactement là, à la place où je me tiens, à la mi-novembre 2016. Et évidemment, je l'ai choisi pour beaucoup de raisons. L'une d'elles étant que les 6 œuvres choisies, les 6 autres œuvres choisies, l'ont été un tout petit peu en fonction de son livre Le Point aveugle, par lequel je vais clore cette présentation. Et donc le dernier critère était que les œuvres choisies devaient d'une manière ou d'une autre avoir pu être des exemples choisis par Cercas pour illustrer Le Point aveugle, hein, bien qu'il ne l'ait pas fait dans son livre, et donc j'engage ceux qui les liront et qui réfléchiront dessus, de voir de quelle manière, à quel point ces livres s'inscrivent donc dans cette thèse centrale du point aveugle, et de quelle manière on peut effectivement les considérer comme des illustrations du livre de Cercas. Ce n'est qu'après que ma liste a été définitive que je me suis aperçu, là je me dis qu'un illustre prédécesseur qui a le même prénom que moi aurait parlé d'hasard objectif. 4 des œuvres que j'ai choisies présentent d'une manière ou d'une autre le mythe d'Eurydice et d'Orphée, soit directement transposé, soit de manière oblique et latérale, soit même carrément inversée, et également la présence de l'art, des œuvres d'art, des arts visuels, peinture, cinéma, sculpture, vidéo, comme éléments essentiels des œuvres. Et il y a 2 d'entre elles où le jour des morts, avec sa signification dans la tradition chrétienne, se présente au contraire comme un jour de renaissance, comme un jour de reprise d'une quête sans fin. Inutile de vous dire, je crois, que ces petits voyages que je vais faire à l'intérieur de ces livres n'ont d'autre prétention que de vous y intéresser. Évidemment, je le dis parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout secret, mais au contraire assumé et avoué, vous les faire lire et éventuellement les aimer comme je les aime. Le premier d'entre eux, il est pour moi le premier pour beaucoup de raisons, y compris dans une énumération mentale, c'est Rimbaud le fils de Pierre Michon. Rimbaud le fils a été pour moi une rencontre essentielle qui a eu lieu dès la parution en 1991. C'est un texte qui m'a marqué au-delà de ce qu'on peut dire. Enfin, je ne m'en suis d'ailleurs, pour vous l'avouer, jamais remis totalement, alors que je mettais déjà Michon à la place que je pense être la sienne, c'est-à-dire l'une des toutes premières, si ce n'est pas la première. Me lie à Michon beaucoup de choses, notre quasi-gémellité. Michon est mon aîné de 6 mois, donc ça crée des liens. Et surtout dans des événements qui ont lieu il y a 50 ans et sur lesquels je ne m'arrêterai pas, nous étions du même côté de la barricade, je dirais même dans le même secteur. On n'a pas donné de précision supplémentaire. Rimbaud le fils est un texte fondamentalement placé sous le signe de la filiation. Michon présente Rimbaud comme une comète ayant à jamais marqué la poésie, comme une cautère sans pareil. On ne sait vraiment rien, on dit.
selon la formule de Michon. On dit des choses sur cet adolescent issu d'une femme désastreuse et d'un père capitaine, vite parti sonner le clairon ailleurs, sur un champ de bataille fantôme, fuyant peut-être la vision de cette famille en phase d'anéantissement. On connaît bien mieux cette autre parentèle, cette paternité autre aidant à muer le malheur d'Arthur en vers. Ses grands-pères morts ou vivants dans lesquels il trouva à qui parler, les illustres portant perruque, les enflammés de 1830 et puis Baudelaire, qui tous lui firent don de cette parole qu'il rendra sous peu ancienne, mais qui ne l'était pas encore. Rimbaud le Fils est l'histoire vraie de cette double filiation, de cette œuvre, nous dit Michon, petite et fermée comme un poing, serrée comme un poing sur un sens réservé. Et aussi l'histoire de ce siècle détestable. Histoire que Michon nous jette en pâture par bribes, encore une fois sur le mode du on dit. On y croise tour à tour le bateau ivre, une saison en enfer qui magnifiquement lève le voile sur les ivresses et les enfers où vécu s'exalta et sombra Rimbaud. Les échos persistants ou assourdis du lointain fusil du père et des patenôtres de la créature du désastre. Du coup de revolver asséné par le roi du vers irrégulier, qui a déjà la couronne à l'envers, cet amant paradoxal, ce Verlaine qui l'aima et le jalousa sûrement en secret, de se voir dépassé, comme le furent l'aïeul de Guernesey, et Isambard, et Banville qui le fit connaître d'un Paris incrédule, et puis, bien que pas directement, le renoncement, les départs, le silence, l'entrée dans une légende qu'à coup sûr il n'aurait pas voulu sienne. On a dit tellement de choses de lui, justes ou fausses, lumineuses d'humilité ou suintantes de fatuité, sur l'énigme de cet adolescent qui fait sans ménagement irruption dans le paysage de la langue, détruisant toute chose convenue sur son passage pour en bâtir sur les ruines de la vieillerie poétique, de radicalement nouvelles, avant de s'en aller aussi vite qu'il avait surgi, parachevant d'une bifure les lâchetés à venir. Dépoussiérant à tout jamais dans cet opuscule d'une rassurante minceur, je m'excuse, mais d'une effrayante densité, les lourds ouvrages reliés que les érudits ronds de cuir, sorbonnards, cols élimés et têtes d'œufs de toutes sortes, penchés sur son départ à défaut du berceau, car pour de vrai y comprendre quoi que ce soit, il aurait fallu qu'ils aient ne serait-ce qu'un brin vécu pour de vrai, ce qui fut le cas de bien peu, alors que Michon le sut, le saisir, lui, au-delà de ce que les mots peuvent dire. De celui qui n'a même pas voulu être le père de son œuvre, qui n'eut pas de descendants, alors que Mallarmé en eut, Lautréamont également, beaucoup même. Beaucoup trop peut-être même, que Jarry en eut, et même Roussel, lui pas. Fils il fut, fils il est. Le premier d'une longue lignée qui vient jusqu'à nous de fils sans père, de fils éternel, comme le dit Michon dans Le Roi vient quand il veut, en révolte contre des autres fils qui les ont précédés et non contre des pères. La question essentielle posée par Michon, celle du choix de la littérature, de ce qui fut en dépit de tout, la perpétue. La voilà. Qu'est-ce qui relance sans fin la littérature? Qu'est-ce qui fait écrire les hommes? Les autres hommes? Leur mère? Les étoiles? Ou les vieilles choses énormes? Dieu? La langue?
Les puissances le savent. Les puissances de l'air sont ce peu de vent à travers les feuillages. Nous ne le savons pas. Michon non plus. Et si Arthur le savait, il ne nous a rien dit. Peut-être comme la sorcière des illuminations, celle qui allume sa braise dans le pot de terre et ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons. Peut-être parce qu'elle s'en moque, et l'adolescent absolu aussi. La nuit tourne, la lune se lève. Il n'y a personne contre cette meule. Rimbaud, dans le grenier parmi les feuillets, s'est tourné contre le mur et dort comme du plomb. C'est la dernière phrase du livre de Michon. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Rimbaud le fils. Le deuxième livre est d'une facture, alors là, bien différente. Il s'agit du livre de Jakuta Alikavazovic, qui s'appelle La blonde et le bunker. Quand je l'ai ouvert, je me suis trouvé en présence d'un olni. Ça s'appelle un objet littéraire non identifié. Est-ce que c'était un roman à clé? Une méditation sur l'absolue nécessité et la totale folie de l'art? Sur celle plus radicale encore de la collection et des collectionneurs? Est-ce qu'il s'agissait d'une réflexion sur l'effacement et la disparition des êtres et des choses, et tout autant sur l'amour fou, son expansion et son reflux? Sans doute tout cela à la fois, faisant le lien bien improbable à première vue entre un couple qui se délite, une vieille photo devenue culte d'un écrivain et parue dans le Time Magazine et une collection d'art introuvable. Déjouant le canon classique, le roman débute par des notes sur la conservation, portant sur la préservation d'œuvres, archives sonores, sculptures en marbre, pellicules de film, il y a un peu de tout, puisqu'on y trouve la Vénus de Cnide, chef-d'œuvre de l'Antiquité grecque, disparu depuis, et The Divine Woman, film tourné par Garbeau et égaré sans qu'on puisse le retrouver. Si toutes ces choses on ne peut plus matérielles et concrètes ont pu s'évanouir, comment la passion, périssable comme toute chose humaine, liant Anna, blonde hitchcockienne et photographe de renom, et John, ex-écrivain célèbre, aurait-elle pu perdurer? Il y est également question de beaucoup d'autres choses, de Gray, intellectuel à la dérive et amante de passage d'Anna, de la série de photos de John prises par Anna à l'origine du cliché paru dans le fameux magazine américain, et qui n'était rien d'autre que la mise en scène d'une dévotion amoureuse que la photographe s'emploie à faire ensuite disparaître, de la mission enfin confiée par Anna à Gray après la mort de John, à savoir d'essayer de retrouver la trace de la mystérieuse collection Castiglioni qui se trouverait à Venise. L'on est en permanence dérouté, intrigué, enchanté par cette déconstruction de la fiction que l'on détourne, déjoue, fait mentir plus encore qu'elle ne trompe, jusqu'au trompe-l'œil final. Tout est vrai, nous dit Jakuta, et tout est faux, comme dans la fiction et dans la vie. Dans une interview, Jakuta nous dit elle-même qu'il convient de s'éloigner à reculons de son œuvre en effaçant ses traces pour tout pouvoir embrasser à nouveau du regard, s'imaginant pouvoir éviter les pièges dont elle a tout au long de la lecture tendue et abreuvée, peine perdue, mais ô combien délicieuse. La quête, cette durée à laquelle une recherche, une interrogation, une investigation confèrent du sens, et la scène, instant suspendu, malédiction, répit ou les deux,
sorte de tableau hors du temps, sont tous les deux présents. De par la répétition des actes et des situations, l'omniprésence des codes, mais aussi et surtout de ceux qui les perturbent. Le mythe d'Eurydice y est présent sous la forme d'une sorte de roman noir, car le mythe d'Eurydice, c'est à la fois conserver, refuser la mort, et là, Jakuta nous le dit bien mieux que je ne saurais le faire. Je ne me serais jamais retourné, me disais-je, jamais. Et ainsi tu aurais été toujours là, dans le noir, juste derrière moi. Et la perte, car pour voir, il faut se retourner. Et lorsqu'on se retourne, nous dit encore un personnage du roman, il n'y a rien, absolument rien. Tout est perdu, à jamais. L'art apparaît dans le roman comme latence, comme virus, qui n'agit pas sur nous nécessairement dans l'acte du regard même, mais bien plus tard. Le motif sur le tapis, la signature secrète d'une œuvre qu'Henry James évoquait et qu'Alberto Mangel rappelle à notre souvenir. C'est dans le cas de Jakuta, et c'est elle-même qui nous le livre, cette citation de Lao Tzu, c'est le vide du moyeu qui fait tourner la roue, le manque central comme condition du mouvement, l'art agissant encore, même après la fin. Je ne peux que vous recommander chaudement ce roman extraordinaire qui ne faisait pas a priori partie de mes lectures habituelles et qui est devenu maintenant et qui en est devenu un des piliers. Avant de passer à la suite, je vais vous lire deux fragments du roman de Michon et de celui de Jakuta. Celui du roman de Michon est un des plus beaux que j'ai lu dans cette putain de vie, dans cette langue qui est la nôtre. C'est la photo de Karja, la fameuse photo de Karja où tout le monde regarde dans une direction et Rimbaud regarde ailleurs, parce qu'il est ailleurs, parce qu'il n'est pas avec les autres, parce qu'il est Rimbaud. Tout le monde connaît cet instant précis d'octobre. C'est la vérité peut-être. Dans une âme et un corps. On ne voit que le corps. Tout le monde connaît le cheveu mal en ordre, l'œil peut-être bleu-blanc qui ne nous regarde pas, clair comme le jour, et porté par-dessus notre épaule gauche, où Rimbaud voit une plante en pot qui monte vers octobre et brûle du carbone, mais pour nous porter ce regard vers la vigueur future, la démission future, la passion future, la saison est à rare, l'assis sur la jambe à Marseille. Et pour lui, sans doute comme pour nous, porté aussi sur la poésie. Ce spectre conforme qui conformément se vérifie dans le cheveu mal en ordre, l'ovale angélique, le nimbe de Boudry, mais qui hors toute conformité est aussi là-bas derrière l'épaule gauche. Et quand on se retourne, elle est partie. On ne voit que le corps. Et dans les vers, est-ce qu'on voit l'âme? Le vent passe dans toute cette lumière. Les mitres dans le couloir sont sans éclat ni témoin. Les mains des seconds couteaux pendent. Ils sont sages. Ils ne savent pas exactement que les lèvres serrées ont dit le bateau ivre, mais ils se doutent qu'elles ont dit des vers. Ils ont été pris en photo eux aussi. Sur le tabouret, ils ont dit à mourir leur chef-d'œuvre de second couteau. Pas plus que nous. Ils ne savent sur quelle strophe Karja a déclenché, quel mot il a mis en boîte. Non, nous ne savons pas si Rimbaud à cet instant regrettait l'Europe. On ne voit pas les mains de blanchisseuse. La cravate éternellement penche, on n'en voit pas la couleur.
Carja fait d'autres plaques. Celles-ci, on ne les connaît pas. Il les a détruites plus tard quand ils se sont bagarrés tous les deux. Il ne sait pas qu'il vient de faire son chef-d'œuvre. Un bref article sur un tableau de Jean-Baptiste Corot. Orphée ramenant Eurydice des Enfers, 1861, que détenait le musée des Beaux-Arts de Houston, au Texas. Orphée. À l'oreille d'un bois, Orphée guide Eurydice, en vérité il lui tient le poignet, plutôt que la main, avec une fermeté, une contrainte que rien n'explique, sinon se digrer une réticence, voire un manque de conviction chez la jeune femme. La volonté des morts est une chose mystérieuse. L'instant d'après, il va se retourner et la perdre à jamais. Bosquet vert tendre, plan d'eau, vapeur, lumière diffuse. C'est une scène calme et bucolique dont la puissance découle en large partie des hors-champs. De la seconde suivante, de l'instant d'après, de l'erreur irréparable. Le professeur liait de façon téméraire la perte inévitable d'Eurydice et la question des faux. La signature de Corot à Priguet était en réalité d'une simplicité confondante, invitant à la contrefaçon. Et l'on disait le peintre prompt à signer les tableaux de ses confrères moins bien cotés, afin d'augmenter leur valeur marchande. Selon Varsky, Corot peut être naïf, peut être généreux, est ému par d'autres motifs plus souterrains et sans doute inconnus de lui-même. En choisissant délibérément de galvauder sa signature, Corot dissimulait en réalité ses toiles. Il les cachait parmi les faux, comme on cache un trésor, comme Orphée n'avait pas su cacher Eurydice, ou précisément cela caché, puisqu'il ne put s'empêcher de se retourner, la perdant en un battement de cils. Le drame d'Eurydice était d'être unique, irremplaçable. Il y aurait eu de fausses Eurydices, un essaim de pseudo-bien-aimés. L'original aurait été sauve, discrète, dérobée parmi ses doubles. Je reconnais bien Jacuta dans ce fragment absolument admirable. La troisième œuvre est une œuvre qui me tient aussi particulièrement à cœur pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est de Julien Gracq et que la mode, le doxa a fait que ces derniers temps, on a parlé de lui comme de Claude-Louis Combet, comme de Louis-René Desforêts, comme de Michon, comme étant des gens qui ont pratiqué le surécrit. Bien que cette notion mystérieuse m'échappe, moi je sais ce qui est bien écrit, moi je sais ce qui est mal écrit, moi je sais ce qui est pas écrit, ce qui est surécrit, je ne sais pas. Voilà. Donc j'ai choisi la presqu'île de Gracq. C'est sa dernière œuvre de fiction, 1970, qui comporte trois récits, simplement. La presqu'île étant le titre de l'une d'elles, mais c'est pas sur celle-ci que je vais m'attarder, mais sur la dernière, qui a été aussi la dernière écrite par Gracq en tant que fiction, qui s'appelle Le Roi Cophetua. Pour ceux qui ont la chance, la malchance plutôt, d'avoir un âge un tout petit peu plus canonique, elle a donné lieu à un film admirable d'un réalisateur belge, un peu oublié maintenant, qui s'appelle André Delvaux, et le film s'appelait Rendez-vous à Bray avec Anna Karina et Mathieu Carrière. C'est un film qui reprend de manière tout à fait admirable le contenu du Roi Cophetua. La trame du Roi Cophetua est des plus ténues. Elle se situe à la Toussaint 1917. Le narrateur anonyme, journaliste parlementaire réformé à la suite d'une blessure récente, répond à l'invitation de son ami Nueil,
aviateur et dandy, et se rend en train à la résidence de campagne de ce dernier, la Fougeraie, 6 à Bray-la-Forêt, au nord de Paris. Très vite, le narrateur se rend compte que Nuée n'y est pas et qu'il tarde à apparaître. Ce n'est que bien plus tard qu'il se souvient que dans le journal qu'il avait acheté à la gare, il a remarqué que d'habitude, on dit que l'ensemble des avions est revenu à la base, alors que là, cette phrase n'y figurait pas. Donc c'est bien plus tard qu'il imagine que Nuée est peut-être tombé au combat. Il est accueilli par sa servante, dont il soupçonne rapidement qu'elle pourrait être également son amante. Se noue alors, dans la demeure isolée, un énigmatique rituel érotique, lequel culminera par la brève réunion nocturne des deux anonymes, avant que le lendemain, le jour des morts, le narrateur quitte la scène du récit, en proie à un intense sentiment de soulagement. C'est un texte étrange, vraiment, regardant vers le passé plutôt que vers l'avenir, et mettant à jour les secrets sur lesquels s'était édifiée toute l'œuvre romanesque de Gracq. Les références au Graal, qu'on retrouve dans Le Roi Cophetua, donc variante de la légende de Perceval, la triade, qu'on trouve également dans le château d'Argol, l'esthétique de l'attente, des constantes thématiques, telles que l'arrière-plan guerrier, stylistique, la multiplication des métaphores et comparaisons, et structurelle également, la fin entr'ouverte, fonctionnant à la fois comme défi et invitation à l'interprétation, de par la tension entre un vigoureux réalisme de façade et la prégnance de l'imaginaire. Ce qui m'a peut-être le plus intéressé dans Le Roi Cophetua, c'est peut-être plus que dans d'autres œuvres le rôle déterminant qui joue l'intertextualité, c'est-à-dire le maintien d'une culture à la fois romanesque et liée à l'image au sein d'un texte qui par ailleurs épuise sa propre matière. L'intertextualité dans le cas de Gracq n'est pas gratuite, elle est directement mise au service de l'intrigue, de sa progression et de son interprétation, induisant un fonctionnement un peu en circuit fermé au sein de la sphère du littéraire et de l'artistique, le texte contenant un peu son propre mode d'emploi. On y retrouve le mythe d'Orphée, réécrit avec inversion des places du masculin et du féminin, esthétique du ressassement, de la perte et du consentement. On y trouve une autre référence littéraire que le narrateur pense provenant de l'Othello de Shakespeare, alors qu'elle est de Roméo et Juliette, le roi Cophetua, amoureux d'une mendiante. Vous pouvez trouver la réplique dans le Roméo et Juliette. Des références picturales, celle d'une gravure de Goya qui s'appelle La Mala Noche, la mauvaise nuit, dont le narrateur ne fait que se souvenir, mais qu'il s'efforce d'interpréter. Son interprétation a une très forte charge érotique, puisque la servante, à la fois ordonnatrice de l'inquiétant rituel érotique et sa victime consentante, apparaissent comme une sorte de synthèse de la femme blanche et de la femme noire de la gravure. Le narrateur s'en souvient d'ailleurs, je cite Gracq, le visage enfoui, tourné du côté de la nuit, regardant quelque chose qu'on ne voit pas.
Plus importante encore est l'évocation de l'unique tableau présent dans la demeure de Nueil, tableau qui n'est pas identifié, mais dont on devine que c'est une toile du pré-raphaélite anglais Burne-Jones, dont le titre est justement Le roi Cophetua et la mendiante. Le narrateur, se reconnaissant dans son double métaphorique et comprenant que la place qui lui est dévolue dans le rituel est celle du roi. Mais alors que le roi est confiné à sa place prescrite une fois pour toutes, après être entré dans le tableau ou dans la légende, au moment de son union morganatique avec la servante maîtresse, le narrateur peut en ressortir ce qu'il accomplira avec un sentiment de liberté et d'exaltation, laissant la parenthèse du récit se refermer derrière lui. Le roi Cophetua est le dernier texte de la presqu'île. C'est un achèvement du recueil ainsi métaphorisé, et le dernier texte fictionnel de Gracq. C'est pourquoi il est important d'essayer de comprendre quelle en est l'énigme de la fin du récit, cette énigme des fins de récit qui est fréquente chez Gracq. La réponse se dérobant, elle qui s'était fait souhaiter depuis longtemps et qui était en même temps insolemment étalée sous nos yeux, au travers de ces magnifiques assemblages de mots qui n'ont rien d'un rébus, mais qui semblent rendre impossible le complet dévoilement. Il s'agit d'un aveu au-delà des mots, l'épisode laissé sans clé étant construit autour d'une image secrète, le sens qui se dérobe tout en s'éclaircissant, nous renvoyant à la fois dans l'univers des mots et au-delà. Il s'agit d'un élan vers la révélation, mais non son achèvement, du désir et de son sillage, mais non son aboutissement, du monde qui se change sous notre regard, mais qui n'envoie pas de signes. C'est nous qui les ajoutons et interprétons. Tout cela dans une langue soyeuse et précise, exacte et riche, qui me fait dire que ceux qui parlent de surécrit ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. C'est le chant de cygne de Gracq, cygne à la fois C-Y-G-N-E, mais également chant du cygne, S-I-G-N-E. Gracq pour toujours, voilà l'un de mes mots d'ordre. La seule œuvre vraiment de fiction d'un auteur étranger, les autres n'étant pas vraiment des œuvres de fiction, c'est l'œuvre d'un écrivain néerlandais qui s'appelle Cees Notteboom. Œuvre publiée en 1998, traduite en français en 2001, et qui s'appelle L'île des morts. Il s'agit d'Arthur Dane, qui est un auteur plutôt un caméraman et cinéaste, qui travaille pour la télévision de manière indépendante, et qui un réalisateur de documentaires qui se partage entre son appartement, petit appartement d'Amsterdam, et Berlin, ville où chaque pierre est mémoire, dit-il, et où il passe le plus clair de son temps. Depuis des années, au gré de ses impulsions, il filme en secret les sites les plus étranges, les images a priori sans rapport entre elles d'un monde en lambeaux, introspectif, inerte, sans anecdote, fragments destinés à être réunis un jour pour aboutir à un film qui devrait être quelque chose, nous dit Notteboom, du monde tel que Dan le voyait, mais dans lequel il se devait, lui,
de disparaître. Depuis la mort de sa femme et de son enfant dans un accident d'avion, Dan se perçoit comme un spectateur sur la touche solitaire et mélancolique. Pour essayer d'échapper à sa douleur, il ne cesse d'arpenter la planète, partout chez lui, partout déraciné, en proie au mal-être. Nous le suivons au Japon, en Estonie, mais il nous dit « Je suis partout un peu à contre-cœur ». Alors que ses amis se réfugient dans la musique et dans l'alcool, Dan s'évade dans la pensée, observant, méditant et discutant de tout et de rien, de la vie et de la mort, du permanent et de l'éphémère, des présents et des absents. Dans de longs monologues au long de ses promenades nocturnes ou des conversations avec ses étranges amis, reviennent sans cesse les thèmes chers à Nottebohm. La stratification du passé, le désir d'arrêter le temps, les traces invisibles de ce qui est sans retour. Ici et là, la narration est interrompue par le chœur omniscient des voix des morts, commentant à leur tour les réflexions de Dan. Ses amis d'ailleurs, qui traînent derrière eux le poids d'un passé non révélé, on ne sait donc pas grand-chose de qui les rend si vulnérables, mais une de ses amies physiciennes et russe dit, c'est une phrase que j'aurais pu dire, « Je bois contre les faits. Toute la misère du monde nous est présentée comme un fait. Elle en devient par là justement moins réelle, le spectacle de ces faits formant la carapace qui nous isole. L'ambiguïté de l'art, c'est qu'il donnait à voir la présence de l'abîme, tout en tissant à sa surface une apparence d'ordre. Des traces de pas dans la neige, le clair-obscur, le crépuscule. Un monde dilacéré, nous dit Dan, série à la périphérie, filmé avec lenteur et méditation, sans anecdote. À la fois le passé, le vrai, et ce passé constamment changeant que le présent nous impose. Sans crier gare, Dan rencontre un jour Elik, une jeune étudiante hollandaise, rebelle et insaisissable, obsédée par ses recherches sur sa propre famille et sur une reine espagnole du XIIe siècle. Le lien subtil, à la fois ténu et intense, se trouve défait alors qu'Elik disparaît brutalement. Cédant à l'appel renouvelé de la vie, Dan part à Madrid sur ses traces. Victime d'une violente agression, il reste des semaines entre la vie et la mort, le jour de sa sortie se trouvant être le jour des morts, précisément, mot qui lui semble, dit-il, semblait plutôt évoquer les vivants. Le retour à la vie, ressemblant du coup à une sorte d'Orphée inversé, où la quête recommence. Voilà les 4 livres qui étaient ce que j'appellerais des fictions pures, c'est-à-dire des livres se donnant comme tels et que nous pouvions accueillir comme tels. Les 3 derniers ne le sont pas, les 2 qui suivent sont des livres tout à fait inclassables, et le dernier, celui de Javier Cercas, étant un livre sur la littérature, donc un essai sur la littérature. Les 2 qui sont inclassables, que je trouve magnifiques également, sont, enfin, un qui est inclassable et l'autre qui est une fiction inclassable. Je précise. Celui qui est inclassable, c'est le livre de Magris, Danube. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui l'ont lu.
Claudio Magri, c'est un écrivain italien de l'Est de l'Italie, c'est très important dans l'économie du livre, paru en 1986 et traduit en France en 1989. C'est un livre fleuve, mais au sens du roman du fleuve lui-même, que Magri s'accompagne de la source à l'embouchure, chacun des lieux traversés donnant prétexte à la captation d'une histoire à la fois liée aux gens, aux choses et aux événements, y compris les plus terribles, comme l'évocation des camps de concentration que le Danube a pu traverser, mais également d'une histoire littéraire et artistique de ce segment d'Europe traversé par le Danube, lequel a cette grâce et puissance particulière de constituer du point de vue de la civilisation autant que de la géographie un trait d'union sans pareil. Là, c'est Magris qui parle. Fleuve de la mélodie, l'appelait Hölderlin passant près de sa source. Langage profond et secret des dieux, route qui unissait l'Europe à l'Asie, l'Allemagne à la Grèce, et le long de laquelle la poésie et le verbe, dans des temps légendaires, étaient remontés pour apporter le sens de l'être à l'Occident germanique. Promenade, oui, mais une promenade sélective, une promenade choisie, au sens où Verlaine parle de paysage choisi. L'écriture sur le fleuve pouvant se lire en filigrane comme une écriture sur l'écriture elle-même. Ce n'est pas un hasard si Magris insiste tant sur l'incertitude attachée à l'origine de son fluvial héros, lequel ne commence à se rendre identifiable que dans une gouttière, voire dans un simple robinet. J'ai vérifié, c'est vrai. La source du Danube, enfin les sources du Danube, puisqu'il y en a plusieurs qui sont revendiquées, l'une d'elles est un robinet d'où ce fleuve immense, dit-on, surgit. Ce Danube qui est là, nous dit Magris, et qui n'y est pas, qui naît de tant d'endroits et de tant de parents, nous rappelle que chacun d'entre nous, grâce à la trame complexe et secrète à laquelle il doit son existence, est un no te entiendo, comme ces Pragois au nom allemand ou ces Viennois au nom tchèque. Mais ce soir, le nom de ce fleuve qu'il était, nous dit-on, disparaît parfois. Ce pas à côté du mien est aussi irréfutable que ce cours d'eau, et tandis que je suis sa cadence et la courbe de ses rives, je me connais peut-être mieux moi-même. Magris nous balade à droite et à gauche, nous amène chez des amis à lui, en s'arrêtant où bon lui semble, ou en passant vite au gré de sa fantaisie, tour à tour, joyeuse, grivoise, anecdotique ou grave. Il s'agit d'un livre-monde, celui de la Mitteleuropa, auquel Magris, natif de Trieste, appartenait par toutes les fibres. D'un fleuve qui traverse les siècles et les pays, cette Mitteleuropa, germano-magyaro-slavo-judéo-romane, sans oublier les Roms, s'opposant avec virulence au Reich germanique et à son mythe de la pureté de la race. Cette Mitteleuropa où rien ne se réduit à de simples et pauvres équations, que toutes nos certitudes, par trop ancrées, sont mises en défaut et se tiennent sur du sable et des alluvions, que les origines des peuples que le fleuve berce sont souvent mythiques et devraient les empêcher de se croire les propriétaires de telle ou telle autre terre, ce que malheureusement le nationalisme surgit bien après l'apparition du roman, ont démenti avec éclat, malheureusement. Il s'agit aussi de la Caccanie, l'empire des Habsbourg, son fleuve,
pensait l'empereur, le long duquel se rencontrent, se croisent et se mêlent des peuples divers, cet empire austro-hongrois, prison des peuples, certes, en regard des revendications nationales de chacun, mais aussi langage pluriel que cet empire dont le souverain s'adressait à mes peuples et dont l'hymne était chanté en 11 langues. Roman écrit avant la glasnost et la perestroïka, ce qui explique beaucoup de choses, mais dont les évocations littéraires sont au moins aussi magnifiques, réunissant Kafka et Canetti, Lukács et Lenau, Joseph Roth et Hölderlin, Wittgenstein et Panaiti Strati, d'une manière que je ne peux que vous recommander chaudement d'aborder. Et on en arrive à mon cher Julio Cortázar, donc une fiction qui n'est pas comme toutes les autres fictions. D'abord parce qu'aucune fiction de Julio Cortázar ne saurait être comme les autres fictions. Et d'autre part parce qu'il s'agit de son dernier recueil de nouvelles et de récits, paru en 1982, très peu de temps avant sa disparition, 1984. Et j'ai choisi de vous parler de la première nouvelle, enfin du premier récit du recueil qui s'appelle Fin d'étape. Ça commence aussi déjà par une exergue qui peut paraître bizarre. C'est écrit à Sheridan Le Fanu, écrivain gothique écossais du XIXe siècle, pour ses chaises. Et à Antoni Taulet, peintre hyper réaliste catalan, pour ses chambres. Ben voilà. À quoi ça peut nous mener tout ça? Eh ben, il s'agit tout simplement d'une dame qui s'appelle Diana et qui arrive un jour, un chaud matin d'été, dans un bourg anodin, loin encore de sa destination finale. Elle s'arrête dans un café, le garçon lui dit lui-même qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans le bourg. Pour tuer le temps, elle décide de visiter le musée des beaux-arts local, où l'on exposait les œuvres tout à fait inconnues d'un peintre du Cru. Le musée, c'était une modeste maison avec des pièces en enfilade, et dans chacune, l'on trouvait des toiles d'une perfection maniaque, dont on avait du mal à dire s'il s'agissait de photos retouchées, retravaillées, ou de toiles hyper-réalistes poussant jusqu'à l'obsession. Salle après salle, il s'agissait de la représentation d'une table nue et de quelques objets l'accompagnant. L'ensemble violemment fouetté par une lumière rasante. Parfois, il y avait aussi une chaise, ou alors également une sombre silhouette masculine, de dos, s'éloignant de la table vers un jardin deviné, ou alors regardant vers une porte-fenêtre distante. Sur l'une des toiles de la première salle où elle est revenue, la femme découvre au fond de l'un des tableaux une porte ouverte derrière laquelle on devinait une autre salle. À l'évidence, toutes les pièces représentées dans les tableaux appartenaient à la même maison. Le musée fermant à midi, le gardien lui dit qu'elle peut revenir après le déjeuner, donc la femme part déjeuner. Il y avait une dernière salle dans le musée, mais elle avait envie de la voir, puisque le gardien lui avait dit que dans cette salle, il y avait une seule toile. Pendant le déjeuner,
le lecteur comprend que la femme est affectée du deuil d'un proche, probablement son compagnon Orlando. Diana découvre en se baladant une vieille maison où l'on entrevoyait par la porte ouverte un couloir pareil à celle des toiles du musée. Attirée par l'impression, dit Cortázar, d'aborder le tableau par l'autre côté, la femme entre dans une pièce au décor connu, la table nue et son ombre épaisse, le flot latéral de lumière, s'assoit sur une chaise et allume une cigarette. Là, je suis obligé de m'arrêter pour ne pas spoiler, comme dirait Hugues. Mais on a le droit de réfléchir un tout petit peu à ce qui a pu se passer après avec la femme et avec la fiction. C'est limpide et terrifiant, exact et inexorable. Ce passage du monde réel à l'univers du fantastique. Ce jeu à l'intérieur d'un labyrinthe mental, lequel nous fait douter du réel au profit de sa représentation. Le récit se donnant comme piège tendu au lecteur, l'amenant à percevoir la réalité comme vision et surtout discours. Il ne s'agit néanmoins pas d'un simple jeu, car l'ensemble, les perspectives, l'ombre et la lumière, les indices temporels, les objets peints ou décrits, conduit le lecteur à un déchiffrement de la peinture comme interrogation portant sur l'existence du monde matériel qui nous entoure et ses interférences avec la vie et la mort d'un être, en l'occurrence Diana, confrontée à une expérience dans un temps et un espace n'obéissant pas aux lois qui normalement les régissent. Diana, être passif dont l'existence est faite de répétitions, de routines, qui entre dans la ville inconnue à la rencontre de choses qui ne viendraient plus toutes seules vers le désir et l'imagination. Diana dit « J'aspire à voir les choses comme qui est vu par elle ». Et voilà Diana, personnage mobile et tridimensionnel, devenant peut-être, à vous de découvrir, la Diana immobile, incorporée à la surface plane du tableau, et à un temps que les horloges ne mesurent plus. Vérité peut-être, mais une vérité qui ne concerne pas les faits, mais l'expérience que nous en avons. Un ordre secret, mais rigoureux. On court après la mort. On la raille d'un peu plus loin, d'un peu plus près. On la provoque, on la heurte, on en joue. On cherche en tâtonnant dans l'ombre, effrayé de la trouver, anxieux de la perdre, cette part de nous que nous entrevoyons même sans la connaître ou l'accepter, mais qui est là. Des traces laissées par le temps autour de soi, chacun retient ce qu'il veut. Dans le cas de Diana, nostalgie sans amertume, un désespoir paisible adouci par la répétition, l'indifférence, les rituels bâtis pour pouvoir continuer à vivre. Comment rendre présente l'absence, l'immobilité, l'arrêt, la disparition, cet état expectatif, cette chose d'invisible qui donne pourtant l'impression d'être bientôt aussi mûr qu'un fruit prêt à tomber. Tout ce que l'écrit n'hérite pas du réel, mais qu'il fonde. Se mettre à l'abri, alors, se retrancher, n'implique pas qu'on doive nommer, qu'il n'y a de lieu que le lieu, qu'il n'y a de temps que le temps. Le fait d'habiter est en lui-même une hantise, un point d'entrée dans une histoire qui devient d'un coup immensément autre, la maison dans laquelle on entre par l'autre bout. Fan inconditionnel et absolu des récits de Cortázar, je rageais de ne pouvoir mettre en mots le secret du grand Argentin, enfin grand dans tous les sens du terme,
Et ce fut son compatriote Alberto Mangel qui m'y aida en pointant du doigt le délicat équilibre entre l'indicible et ce qui doit être dit. Proust disait que la vraie vie, c'est la littérature. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai, il y a des gens qui pensent que c'est faux. Moi, je pensais, maintenant je n'en pense rien. Mais je pense à ce que disait Pessoa, qui me paraît beaucoup plus vrai. On écrit parce que la vie ne suffit pas. Et ça sera mon dernier mot sur le récit de Cortázar. Puisque la fuite est inutile, on va passer donc au récit suivant, qui n'en est pas un, puisque on est arrivé pratiquement à la fin, je crois, à Javier Cercas. Avant ça, je vais vous lire un tout petit peu, vous ne pouvez pas vous en priver, un peu de Gracque, pour mon plaisir et le vôtre, j'espère. C'est la fin du roi Cophetua. Donc le narrateur se réveille auprès de la femme endormie. Je restai éveillé auprès d'elle assez longtemps. Le sommeil d'une femme qu'on regarde intensément conjure autour d'elle une innocence, une sécurité presque démente. Il m'a toujours paru inconcevable de s'abandonner ainsi les yeux fermés à des yeux ouverts. Il se faisait maintenant dans la canonnade paresseuse des intervalles de grand silence. Et à travers ce silence, le sentiment parvenait jusqu'à moi distinct de la profondeur de la maison, des clairières de ces longues pièces vernies. Le temps avait dû fraîchir avec la fin des averses, car un air cru glissait maintenant dans la chambre, coulant des hautes vitres tachées de nuit bleue. Cette heure du petit matin était froide et lucide. D'ordonner mes pensées sans fièvre dans le détachement un peu hostile qui vient avec la fin du désir, me donnait un sentiment de possession calme, de domination indulgente. Éveillée, et la regardant dormir, ouverte en deux par le sommeil sur sa fraude, je n'avais pas de ressentiment, seulement une curiosité mystérieuse. Peu m'importaient les chemins, peu m'importaient les raisons. Il n'y avait pas de compte à rendre ni pour elle ni pour moi. Simplement, ainsi. Je commençais à marcher sur une route qu'elle m'avait ouverte et dont je ne savais trop encore où elle me conduisait. Coupant court en tout cas par un raccourci sans réplique aux explications, aux remords, aux justifications, aux paroles. Le silence qu'elle avait gardé tout au long de cette soirée y projetait après coup une pureté préservée, un sortilège puissant. Je songeais qu'on pouvait suivre Orphée très loin, dans le sombre royaume, tant qu'il ne se retournait pas. Elle ne se retournerait jamais. Je l'avais suivie. Encore maintenant, je la suivais presque, protégé de tout faux pas tant que je mettais les miens dans les siens l'un après l'autre, étrangement pris en charge, étrangement charmé. Mon regard, un moment, glissa le long des murs de la chambre. La nuit la faisait spacieuse et légère. J'écoutais un moment sa respiration égale et tranquille, puis je m'allongeai de nouveau auprès d'elle. Je cherchais de la main sa main endormie posée sur le drap, plus nue, plus fraîche que son corps. Je soufflai les bougies du flambeau et je m'endormis. Je vais vous lire aussi la toute fin du Danube de Magris, parce qu'il s'agit des vers d'un poète vénitien que j'aime beaucoup, qui n'a pas été traduit en français. Fa che la morte mia, signor, la sia come il score di un fiume in tel mal grande, dit un vers de Biagio Marin. Fais, ô Seigneur, que j'entre dans la mort comme le fleuve se jette à la mer. Biagio écrivait en dialecte vénitien, voisin, puisque dérivé du friulan, du triestin qui était la langue maternelle de Magris. Ce sont les derniers mots
de cet immense livre, sa fin, mais non sa clôture. Et avant que d'en arriver à Cercas, je vais vous lire quelques pages de fin d'étape, Cortázar. Il était absurde de penser alors qu'il y avait tant de cassettes avec des musiques qu'Orlando avait aimées et oubliées, et qu'elle écoutait de temps en temps, acceptait d'être tourmentée par l'invasion des souvenirs préférables à la solitude, à la vague image du siège vide à côté d'elle. La ville était à 1 heure de là, de même que tout semblait être à des heures ou à des siècles de là. L'oubli, par exemple, ou le grand bien chaud qu'elle prendrait à l'hôtel, les whisky au bar, le journal du soir. Tout symétrique, comme toujours pour elle, une nouvelle étape venant comme la réplique de la précédente, l'hôtel qui ferait un nombre pair d'hôtels où serait le numéro impair que l'étape suivante compléterait, comme les lits, les postes d'essence, les cathédrales et les semaines. Et la même chose aurait dû se produire au musée où tout s'était répété de façon maniaque, table après table, objet après objet, jusqu'à la rupture finale, insupportable, l'exception qui en 1 seconde avait fait éclater cet accord parfait d'une chose qui n'entrait plus dans aucune catégorie, ni dans la raison ni dans la folie. Car le pire était de chercher un côté raisonnable à ce qui depuis le début avait tenu du délire, de la répétition imbécile, mais sentir en même temps comme une nausée que son seul accomplissement total lui aurait rendu un équilibre raisonnable, aurait mis cette folie du bon côté de sa vie, l'aurait alignée sur les autres symétries, les autres étapes. Mais alors ce n'était pas possible. Quelque chose avait échappé là où on ne pouvait pas continuer de l'avant et l'accepter. Tout son corps s'arc-boutait comme s'il résistait à la fuite. S'il y avait une chose à faire, c'était de revenir au village, se convaincre avec toutes les preuves de la raison que tout cela était idiot, que la maison n'existait pas ou alors qu'elle existait, mais qu'il n'y avait au musée qu'une exposition de dessins abstraits ou de peintures historiques qu'elle n'avait pas pris la peine de voir. La fuite était une sale façon d'accepter l'inacceptable, d'enfreindre trop tard la seule vie imaginable, le pâle acquiescement quotidien au lever du soleil et aux informations de la radio. Elle vit arriver un stationnement à sa droite, fit demi-tour et reprit la route, le pied à fond sur l'accélérateur, jusqu'à ce que les premières fermes aux abords du village reviennent à sa rencontre. Elle dépassa la place, se souvenait qu'à gauche elle trouverait un recoin où elle pourrait laisser sa voiture. Elle prit à pied la première ruelle vide. Elle entendit chanter une cigale en haut d'un platane. Le jardin abandonné était là. La grande porte était toujours ouverte. La porte de la maison où on entre dans le tableau par l'autre côté. Et on est arrivé donc à ce brave Javier Cercas, lequel était, si mes souvenirs sont bons, et mes souvenirs sont encore relativement bons, était assis exactement là où je me tiens maintenant, un soir de la mi-novembre 2016. Le point aveugle est l'un des livres, je ne dirais pas de critique, parce que ce mot charrie des sens multiples, dont certains ne me plaisent pas tant que ça. Disons un livre sur la littérature, qui est l'un de ceux qui m'ont le plus parlé, le plus fasciné. Cette idée que la littérature est là pour protéger l'indicible, l'insoluble, l'inatteignable, et surtout qu'elle est là pour compliquer les questions, et non pas pour y répondre. Le point aveugle pour Cercas étant précisément ce par quoi le roman, c'est le genre auquel Cercas s'attache dans le livre, nous parle le plus et le mieux. Et là, je lui laisse la parole. Ce silence pléthorique de sens,
cette cécité visionnaire, cette obscurité radiante, cette ambiguïté sans solution. Le point aveugle, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire le vertige en littérature de ce qui se doit de rester ouvert. Le roman, ce genre impur, nous dit Cercas, qui, depuis Don Quichotte, a colonisé tous les autres. Il n'y a pas de réponse dans un livre digne de ce nom. Il n'y a que des bribes de réponses, toutes fragiles, toutes morcelées, contradictoires, ambiguës, puisque la littérature n'est pas là pour synthétiser des enjeux, elle est là pour nous poser des questions au travers, nous dit Cercas, de ce comble du doute qui est l'ironie. Il y a une phrase en particulier de Cercas que j'aime particulièrement, parce qu'il se moque lui-même un tout petit peu de la critique, lui le critique. La littérature a toujours un pas d'avance sur la critique, pour la même raison que l'explorateur a toujours un pas d'avance sur le cartographe. Ah oui, évidemment. Cet essai est constitué de 4 chapitres encadrés par un prologue et un épilogue. Ce sont en fait 5 conférences, moi qui parlais mal des Sorbonnards, 5 conférences prononcées par Cercas alors qu'il était professeur invité à Oxford, hein, et qu'il disait donc à tous ces gens que la réponse est la recherche même d'une réponse. Don Quichotte, et là je me pose la question, je vous la pose, est-il fou ou non? La réponse ne peut être que oui et non. Don Quichotte est un personnage à la fois comique et grotesque, et en même temps une figure admirable, un héros tragique, nous dit Cercas, évoluant dans un monde où il n'y a plus de vérité monolithique et infaillible. Beaucoup de textes sont convoqués par Cercas, et des plus grands, le Moby Dick de Melville, le Bartleby, la plus kafkaïenne des nouvelles écrites par quelqu'un d'autre que le maître pragois, le procès du propre Kafka, le tour d'écrou d'Henry James, duel d'Henri Conrad, toutes œuvres dont la plurielle ambiguïté se tient loin, donc ambiguïté oui, mais loin de l'indéfinition qui n'est que pure dilution du sens. Alors que l'ambiguïté entr'ouvre la brèche par laquelle, nous dit Cercas, on peut pénétrer profondément et sans peur, comme un spéléologue dans les territoires que seul le roman et la nouvelle peuvent explorer, interdits qu'ils sont à toute autre forme de connaissance. Pour aboutir finalement au XXe siècle et à l'éclosion d'une littérature latino-américaine d'une exceptionnelle qualité, Cercas évoque García Márquez, Cortázar, Alejo Carpentier, Cabrera Infante, Carlos Fuentes, Sabato et il s'attarde longuement sur Vargas Llosa. La manière dont Cercas aborde la question de l'engagement de l'écrivain est aussi très intéressante. Cercas nous dit qu'au début, il a été extrêmement rébuté par la figure de Sartre qu'il appelle mandarin arbitraire et despotique. Enfin, je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Ensuite, il a changé d'opinion, il y est revenu pour définir le nouvel intellectuel qui, par l'action, révélera le réel, le militantisme éventuel ne maculant pas l'œuvre. C'est ce que dit Cortázar aussi. Cercas cite la mission de l'art selon le grand formaliste russe Victor Shklovsky, convertir en étrange et en singulier ce qui, à force d'être sous nos yeux, finit par nous sembler normal et ordinaire. Il s'agit donc à la fois d'inquiéter le lecteur et d'asseoir par l'ironie la sortie du monisme totalitaire et dogmatisme. Cette reformulation de la notion d'engagement amène Cercas
inspiré par l'exemple de Kafka et par des échanges avec d'autres grands écrivains, en particulier le japonais Kenzaburo Oe, a une nouvelle définition de l'intellectuel engagé, celui qui dit non pour préserver la dignité collective, tout en acceptant d'être un homme scindé, pour lequel en toutes circonstances la morale vient avant la politique. Alors que l'écrivain, lui, continuera à mettre en œuvre ses obsessions, doutes et certitudes, ne renonçant jamais dans le dire comme dans le faire à l'obscure clarté du point aveugle. Je vous remercie de votre présence et surtout de votre patience. Comme il est de tradition, en fait, en conclusion d'une soirée libre d'un soir, donc je vais juste lire un bref texte, en fait, d'André Rougier. J'ai pas triché, en fait, j'ai pris le dernier texte publié sur son blog. Donc, il n'y a pas de part de choix, et je pense que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les confins et la langue, en fait, que manie André, c'est un bon test, en fait, parce que voilà, je suis pas allé chercher mon préféré sur les quelques kilomètres de blog qui représentent les confins. Voilà, j'ai juste pris le dernier qui est dans une série, puisque le blog est organisé en différentes séries. Donc c'est la série qui s'appelle Journal d'un affranchi, qui demande une certaine pratique des chiffres romains quand on veut pouvoir dire le chiffre. Donc c'est, si je ne me trompe, 4159. Non. Non, 459, 4000, pardon, oui, quand même. Et qui s'appelle Expansion, sous-titré En relisant les Illuminations. Et je ne savais pas, effectivement, à ce moment-là enfin, si je le savais, en fait, qu'on parlerait de Rimbaud le Fils, mais j'essaie de faire croire que. Donc, lorsque la montée elle-même cesse de nous affûter, lorsque la vitesse elle-même cesse de nous saisir pour nous dévorer et éclairer, lorsque les dérobades elles-mêmes, froissant l'hégémonie des origines, entortillent le secret de leur guetteur, lorsque le bas et le haut eux-mêmes font alliance avec les termes prématurés du reniement, lorsque l'inégal des haies brouille et déplace les temps qu'on simule, l'éclipse fardée, le sens intègre des saisons, le pli où s'inscrit le refus du désastre, il y a toujours, à même soifs et fins, quelqu'un qui vous chasse. Tu nous fis pleinement voir les possibles déliés et non plus mimés, le seau d'argile asséchant le visage des choses, les évidences plus que jamais en retard sur ce qui est, le devenir reconnaissable à ses cicatrices, la parole désengourdie, ni heure, ni empilement, ni usufruit, ni jouissance, mais hableurie où rien n'est périmé ni dissipé, greffe indélébile sauvant le réel des prédateurs accourus à ses trousses, musique savante guérissant de tous effondrements et surenchères, de tout forfait perpétré, de tout geste, choix et souhait, de cet autre qui à jamais manque à notre désir. Nul mnemone qui serve de mesure à ce temps où, pressé de trouver le lieu et la formule, tu te mis à tout différer, dilater, moduler, nous faire plonger vers l'envers qu'on sature, l'événement qui s'exhibe, la duplication nomade, la violence de qui fera tourner le monde quand tu en seras sorti, qui pour finir ne t'aura même pas le coup à ce que tu appelles les apparences actuelles. Dire « je » est un autre, c'est conférer poids et noblesse au tout autre, à ce qui nous appartient de devenir avant que réclusion, dispersions et creux ne nous enténèbrent. Qu'advienne la chute qui tout ordonne et régit, la foi au poison, navire amiral sans cesse à raisonner, engendrement où ce qui est dû est sur le coup payé, corps épanoui en soubresaut, écriture pour la toute première fois sans double, débroussaillant la route menant au trépas de l'ordre qu'il lui fallait déchiqueter, trajet véhément ne s'accommodant d'aucune faille, cartographie de ces ruptures où rien n'est atténué, épargné ou adouci, ni la stupeur, ni les atroces veillées, où les délais s'effacent, où enfin et réellement d'outre-tombe, nous faisons corps avec tes scellements, tes lacunes, tes éveils, tes écarts, tes effractions. Dispersons le don d'avoir été, tenons comme toi hors de portée les brusques crues et manœuvres de la fausse parole. Voilà, ça c'est André Rougier. Je l'ai pour la première fois entendu lu par quelqu'un d'autre. Et ben là, du coup, je commence à croire au surécrit, vous voyez. Oh, merci. Merci infiniment, André, vraiment.